Voilà. Bah écoutez, bonjour à tous et à toutes. Que dire après ce qui a été dit? C'est tellement émouvant et c'est tellement vrai. Je lisais encore ce matin ce fameux rapport de la Cour des comptes qui dit exactement ce qu'André vient de dire. Inefficace, sans ambition. Les élus locaux, l'État, la région, les services de l'État, l'agence de l'eau n'ont pas fait le boulot. Donc c'est dramatique, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que les algues vertes provoquent des maladies et de ce fait ont des conséquences sur la santé humaine et bien sûr environnementale. Alors, comme beaucoup de choses ont été dites, je vais aborder un certain nombre d'ambitions de notre programme. En tout cas, si je suis ici et si nous sommes ici ce soir, c'est évidemment avec la volonté de créer, de donner un nouvel horizon solidaire, écologique, démocratique, dont la région a tant besoin. On a des politiques qui se succèdent, qui sont là pour sauvegarder leur place, et on a remplacé la lutte pour les places, en tout cas la lutte pour les classes, par la lutte pour les places. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, puisqu'ils sont là à vouloir s'inscrire dans la durée pour surtout sauvegarder leur précaré et les indemnités qui vont avec. Voilà, en tout cas, je le dis tranquillement parce que moi-même, je suis élu local à Pontivy et je vois exactement comment ça se passe. C'est déplorable. Il n'y a plus de véritable ambition politique, il n'y a plus de volonté politique. On est sur un conformisme ambiant. Alors, on a des priorités qui seront déclinées dans nos documents de campagne et si vous allez sur notre site, si vous lisez nos communiqués de presse, on a fait déjà état de pas mal de choses. En tout cas, un point important, évidemment, celui de rompre avec l'agriculture productiviste. C'est évident. Je lisais le schéma régional d'aménagement de développement du territoire breton. On renvoie à 2040 la fin de l'artificialisation des sols. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à, à prendre du foncier agricole. On ne permettra pas aux petits paysans de s'installer pour permettre à des gros exploitants agricoles de s'installer, voire à des surfaces commerciales et autres. Et en la matière, je peux vous dire que toutes les terres qui contournent, ou en tout cas qui sont proches des métropoles, ces terres-là, on ne touchera pas beaucoup. Mais par contre, nous, en Centre-Bretagne, puisque je suis du Creuse-Braze, on nous demande une sobriété foncière. Il y a aussi, par rapport à cette agriculture productiviste, qui est dangereuse évidemment pour la santé des animaux, puisqu'on crée des fermes-usines, la région soutient 50 000 € par projet quand même, hein. Donc on n'est pas prêt de s'en sortir, et puis une agriculture intensive qui, évidemment, se traduit par l'utilisation des pesticides. Nous voulons sortir des pesticides au plus vite et accompagner les paysans qui s'orientent vers la transition écologique. Or, quand on lit les documents de la région, et donc du président sortant Loïc Chenet-Girard, la sortie des pesticides, c'est 2040. Donc je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup de paysans qui, une fois de plus, vont contracter des maladies, des cancers, des lymphomes liés à ce modèle d'agriculture productiviste. Et puis, je suis quelqu'un de positif, mais je lisais des documents sur la réforme de la politique agricole commune à venir. Mais les bras m'en tombent.
On va continuer encore à subventionner et à octroyer des aides à l'hectare. Par contre, pour l'agriculture bio, ceux qui sont déjà installés en agriculture bio ne bénéficieront pas d'aide. On marche complètement sur la tête. Autre chose que je voulais également dire, c'est que, évidemment, on a décliné beaucoup de choses sur les dégâts environnementaux et évidemment, les algues vertes présentes ici et ailleurs, puisque dans le département du Morbihan, on en voit de plus en plus, sont intrinsèquement liées, évidemment, à l'utilisation de l'azote, des engrais chimiques. Autre priorité, alors évidemment, je pense que Pierre-Yves reviendra sur une mesure phare de notre programme, c'est évidemment l'annulation de la dette paysanne et d'organiser pour ce faire une conférence régionale avec les différents acteurs concernés. Parce que je peux vous dire qu'en tant que fille de paysans, les agriculteurs, ils sont pieds et poings liés à des coopératives qui n'ont de nom que de coopératives. Il y a bien longtemps que ces structures ont oublié le modèle de solidarité. Alors, il y a une autre priorité dans notre programme également, c'est le maintien et le développement des services publics. On assiste à une fuite en avant des services publics, ce qui remet en cause l'égalité citoyenne. Et tout à chacun n'y a pas accès. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on construit des aéroports, des lignes TGV, etc. et on ferme des petites lignes transversales à l'intérieur des territoires. Nous sommes évidemment, et je soutiens le collectif Centre Bretagne en train, on est pour la réouverture de la ligne Saint-Brieuc-Auray passant par Pontivy. Là aussi, il faut une volonté politique. On peut le faire. Au lieu de mettre de l'argent pour soutenir les gros paysans, on peut faire les choses autrement. Ou quand on sait aussi que la région a pris des parts au capital de sociétés comme hier Braise, par exemple. Donc tout ça est lamentable, vous avez bien compris. Donc les services publics garants de l'intérêt général, au nom du bien commun et pour l'égalité citoyenne et l'égalité des territoires. Parce que vous avez aujourd'hui des zones périphériques, des territoires ruraux qui se meurent et on concentre la population au sein des métropoles. Donc demain, pour celui et celle qui n'aura pas les moyens, bien sûr, il sera excentré et cela aggravera le fait d'avoir accès aux services publics. Et puis, comme je suis morbihanaise, on était samedi dernier à Hennebont pour soutenir les salariés de la SBFM, ce qu'on appelle maintenant la fonderie de Bretagne, lâchée par Renault, alors que Renault a perçu des milliards d'euros d'aide publique, des prêts garantis. On a aujourd'hui, dans le bassin de l'agglo de Lorient, 350 familles qui vont se retrouver dans une situation catastrophique si la fonderie de Bretagne ferme. Alors, l'argument avancé, c'est de dire qu'ils n'ont pas évolué, etc. C'est faux, parce que progressivement, ils passent de la fonte à l'aluminium avec des boîtiers différentiels. Donc, il y a une volonté de changement, il y a une volonté de bifurcation écologique, et je profite pour vous dire que nous accompagnerons, nous, cette bifurcation écologique, et durant notre mandat, 1 milliard d'euros consacrés justement à créer des emplois et à emprunter ce virage de la bifurcation écologique. Voilà, et puis je vais terminer en parlant de démocratie.
Je crois que les élus ont peur des citoyens et oublient de co-construire les politiques publiques avec les citoyens. Or, le citoyen, il est expert de sa vie et quand ce citoyen a des idées, il sait de quoi il parle parce qu'il vit sur un territoire, il vit dans un quartier et il sait ce qui est bon pour le quartier. Donc nous sommes évidemment pour déployer le référendum d'initiative citoyen. Nous sommes, puisqu'on a parlé tout à l'heure des algues vertes, pour créer une convention citoyenne contre les algues vertes. Et puis, étant donné qu'il faut créer les politiques au service de la population et non pas au service des élus, nous défendrons toujours la liberté d'informer et nous créerons aussi une commission régionale pour la liberté d'informer et pour protéger les lanceurs d'alerte. Tout à l'heure, comme on a parlé des algues vertes, notamment des personnes comme Inès Léraud, qui a écrit cette fameuse BD sur les algues vertes, ou je pense à Rostronin, la grande manifestation que nous avons eue pour soutenir Morgane Large. Vous avez sûrement suivi ce dont il en retournait s'agissant de Morgane Large, hein, parce que bon, sa voiture avait été trafiquée, etc. Donc tout ça est blâmable. Dès l'instant où on dit la vérité, on voit bien que y a un lobby. Il y a un lobby important, je reviens et je fermerai la boucle ainsi, un lobby important en matière agricole, c'est la FNSEA, et dès l'instant où on remet en cause, on critique, ou en tout cas on ne partage pas, si vous voulez, les orientations d'une agriculture productiviste telle que prônée par la FNSEA, on a des ennuis. Et il ne faut pas oublier que la politique agricole commune, les lobbies sont présents à Bruxelles, auprès de la Commission européenne, et ce sont eux qui formulent des propositions. Ça veut dire que avant qu'on sorte de l'agriculture productiviste, il faudra encore attendre un petit peu. Merci. J'ai manqué à tous mes devoirs, mais évidemment, c'était Marie-Madeleine Doré-Lucas, conseillère municipale à Pontivy, binôme de la Bretagne Insoumise en région Bretagne et tête de liste dans le Morbihan. Et tout de suite, on va accueillir la tête de liste et le binôme Bretagne Insoumise au niveau régional, Pierre-Yves Cadalin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Et je voudrais commencer par saluer l'admirable travail collectif qui, à chaque étape de notre tour, s'accomplit à force d'un engagement qui, pour les républicains que nous sommes, pour les citoyens que nous sommes, inspire du courage, de l'énergie et la volonté toujours infaillible pour nous de faire valoir nos principes, nos idées et notre programme en toute cohérence, car aujourd'hui, si tant de nos concitoyens sont désabusés par la politique, c'est bien que des promesses n'ont pas été tenues. Il en a été fait état dans les 3 interventions qui m'ont précédé. C'est bien que des problèmes majeurs, portés à l'attention de tous, ne sont pas pris au sérieux suffisamment et avec la force et l'énergie nécessaires par les pouvoirs publics. Merci donc à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui font vivre notre campagne, l'animent, consacrent tant de temps à ce que, aux Bretons et à la Bretagne entière, nous puissions proposer une alternative sociale forte, cohérente et que nous espérons en juin victorieuse. Le poète Glenmore disait « Bretagne, terre d'insoumission aux yeux de mer. » Voyez là derrière moi, ce regard tourné vers nous, les algues vertes salissant le paysage par vagues
qui chaque année consterne la population. Voyez-la qui nous implore. Entendez encore la parole du poète qui nous dit « Sauvez la Bretagne, donnez-lui un nouvel horizon, car c'est bien de cela dont il est question dans cette élection régionale. La région définit pour toutes et tous un schéma général d'orientation, un schéma de développement économique, et peut ouvrir, en adoptant ces yeux de mer de notre terre d'insoumission, un nouvel horizon d'espoir. C'est ce pourquoi nous sommes tant engagés, tant obstinés dans ce combat qui nous réunit, nous unit et doit unir le plus grand nombre de mains. Je voulais, avant de dire un mot de l'agriculture, ligne de clivage centrale de cette élection, parler de la transition énergétique. Car c'est ici un sujet particulièrement sensible, avec le projet d'éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc. Ce projet va à l'encontre de ce que nous défendons fermement, à savoir une transition énergétique planifiée, cohérente, démocratique et surtout entre les mains des pouvoirs publics. Nous sommes les partisans cohérents, forts du service public de l'énergie. Car si vous voyez le projet des éoliens, le projet éolien en baie de Saint-Brieuc, eh bien, c'est un prestataire privé, une entreprise privée, Iberdrola, qui a pour seul objectif en 20 ans d'assurer une rentabilité colossale là où les investissements seront réalisés pour bonne partie par le public. Et à quoi cela répond donc? À une logique que nous connaissons tous et toutes fort bien. Privatisation des profits, nationalisation ou socialisation des pertes. Et je nous mets collectivement en garde sur l'une des dernières attaques violentes portées par le gouvernement Emmanuel Macron sur notre secteur de l'énergie, qui, comme d'habitude, s'aligne sur les directives de la libéralisation de l'énergie adoptées à Bruxelles. Eh bien, ce projet, Hercule, allez savoir pourquoi il trouve des noms pareils pour ce genre de projet. Sans doute, l'ego présidentiel qui ne s'arrange pas avec les institutions de la Ve République doit aider à trouver des noms mythologiques, n'est-ce pas? Jupiter, Hercule, et j'en passe. Mais ce projet Hercule n'a rien de fantastique. Et s'il est mythologique, c'est par rapport, vous savez, à l'étymologie un peu ambiguë de la mythologie. Mythos, en grec, c'est un récit qui parfois tient de la fiction ou du mensonge. Eh bien voilà le mensonge de dire que le marché de l'énergie sera plus efficace lorsqu'il sera confié au privé et que le privé pourra assurer, lui, la transition énergétique si nécessaire à notre pays pour décarboner l'économie et sortir du nucléaire enfin, cette énergie qui nous menace et qui, dans les conditions de sécurité aggravées par le changement climatique, risque de faire peser sur nous tous un risque considérable. Le projet Hercule, c'est simple. Le renouvelable, on privatise. L'hydraulique, on attend un peu, mais on va privatiser, c'est la filière bleue. Et le nucléaire, secteur à perte, on le garde, bien entendu, dans les mains du public et pour le plus grand bonheur des citoyens qui vont être amenés sans cesse, par l'impôt, à jeter de l'argent dans ce puits sans fond. Il faut lutter fermement contre ce projet de loi. Et cette lutte, elle est incarnée notamment sur notre liste par le 5e de la liste, agent de maîtrise chez EDF dans le Finistère, qui s'est engagé fermement, Joanne Laurent, contre ce projet. Salut à lui, d'ici, depuis Saint-Brieuc, car il y a besoin. Et il y en a beaucoup sur notre liste, vous avez entendu ceux qui ont parlé avant moi et celles qui ont parlé avant moi. Il y en a beaucoup qui sont engagés pied à pied pour ne pas tomber dans ce piège absurde de la privatisation générale de nos économies, de notre vie, et la destruction du commun et de la puissance publique qui la garantit. Marie-Madeleine l'a dit, nous voulons investir sur le mandat 1 milliard sur la transition énergétique, mais sur des plans maîtrisés publiquement, en concertation avec les citoyens,
car il y a là un potentiel immense de création d'emplois. Et c'est bien cela dont nous avons besoin, comme André l'a dit très justement, d'emplois de qualité, d'emplois qualifiés, dans des conditions décentes de travail. C'est cela que nous défendons pour les Bretonnes et les Bretons. Et le combat qu'aujourd'hui mènent les ouvriers de Codan, Marie-Madeleine en a parlé, nous avons commencé notre tour de Bretagne à vélo là-bas, est un combat glorieux auquel nous devons apporter toute notre solidarité, y compris notre solidarité financière. Il y a une cagnotte en ligne, je vous invite à y participer. Car la solidarité ici dans le coin de Saint-Brieuc, vous connaissez bien ce que c'est, n'est-ce pas? Avec la Compagnie des Joints, eh bien en 72, d'ailleurs filiale de la Compagnie Générale d'Électricité, tout le secteur s'était organisé pour la solidarité dans la grève. Et savez-vous quoi? Au bout de 8 semaines, ils ont obtenu gain de cause. Les salaires ont été augmentés. C'est-à-dire que les luttes ouvrières, lorsque tout le monde dans le pays est solidaire avec elles, peuvent l'emporter. Nous sommes en toute solidarité aujourd'hui avec les ouvriers de Codan. Gloire à leur combat, gloire à la classe ouvrière. Huit semaines, ça leur avait mis à obtenir la victoire. Ils sont à 6, les gars, à Codan. Tenez bon et sachez que partout en Bretagne, je peux le dire parce que voilà 15 jours que nous faisons le tour, partout, les citoyens ont conscience de votre lutte. Ne vous sentez pas seul, sentez-vous appuyé par toute une population qui a conscience, surtout depuis l'épidémie, de la nécessité absolue de préserver la maîtrise sur notre appareil industriel. Et c'est bien cela qui est en jeu également dans notre plan d'investissement d'1 milliard. C'est de reconstruire des filières industrielles, de développer l'existant, d'investir dans les énergies marines renouvelables, d'investir dans le plastique biosourcé, puisque désormais, nous savons faire du plastique avec des algues. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? C'est bon, c'était pas terrible, mais enfin, on peut bien essayer parfois. C'est toujours grave la politique, il faut toujours mettre un peu d'humour. Voilà, il y a des essais plus ou moins réussis, mais qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? L'agriculture. Je ne vais pas revenir sur le sujet majeur des algues vertes, mais sachez-le, la ligne de clivage fondamentale de cette élection, elle passe entre ceux qui sont favorables à la reproduction de l'influence du lobby agro-industriel et ceux qui y sont opposés. Et nous sommes du côté de la clarté dans cette opposition, de la cohérence, d'un programme qui, par les éléments concrets qu'il pose, eh bien, libère le conseil régional de l'influence du lobby agro-industriel. Vous aurez Loïc Chenet-Girard, le président sortant, qui va vous parler de complémentarité des modèles. C'est-à-dire qu'on essaye de contenter un peu tout le monde en saupoudrant par-ci sur l'agriculture biologique ou paysanne, mais en continuant massivement à financer l'agriculture intensive. La complémentarité, les amis, c'est la continuité et la reproduction du modèle agro-industriel. Il faut combattre cette rhétorique qui toujours nous fait passer des vessies pour des lanternes et entretient la confusion, le mensonge et l'hypocrisie des pouvoirs publics vis-à-vis des citoyens. 22 millions chaque année sont consacrés aux subventions directes au secteur intensif. Nous les réorienterons vers l'aide à l'installation de nouveaux paysans, sujet essentiel et crucial. Et nous mettrons également sur la table cette proposition centrale de l'annulation de la dette paysanne en contrepartie d'une conversion sociale et écologique des fermes, avec un cahier des charges, dites-le bien, très exigeant, mis à la délibération publique, mais qui permettra non pas de faire un chèque en blanc à ceux qui assureront la transition, mais au contraire d'assurer une véritable conversion du modèle agricole breton avec des nouveaux paysans, des nouveaux emplois, des gens qui s'installent sur des terres qui sont devenues parfois trop grandes, et ainsi de donner de l'emploi de qualité, de l'alimentation saine et d'assurer la protection de notre environnement. C'est un horizon nouveau et un levier de pouvoir immense
que pose cette question de la dette paysanne. Libérons donc, les amis, nos agriculteurs qui, pour une partie, ont été forcés, entraînés, piégés par les grandes coopératives. Et nommons les adversaires, le Crédit Agricole, Eureden, qui a tant fait souffrir tant d'ouvriers, qui s'appelait Triskalia juste auparavant. Le Crédit Agricole, je l'ai dit, je crois, la FNSEA a déjà été mentionnée. Il s'agit de refuser que ce bloc continue à faire la pluie et le beau temps en Bretagne. Cela passe également par un moratoire sur la méthanisation. Car la méthanisation, articulée à l'agro-industrie telle qu'elle se pratique aujourd'hui en Bretagne, est particulièrement nocive pour l'environnement, au point que des centaines et des centaines d'hectares dans le contrat État-région qui est aujourd'hui adopté vont être consacrés, des milliers d'hectares même consacrés à la culture du maïs, spécifiquement dédiés aux méthaniseurs, c'est-à-dire à la production d'énergie. Dès lors, on détourne les terres agricoles de leur but premier, fondamental, commun à toute la population, celui de nous nourrir et de nous nourrir sainement. Rendons à l'agriculture ce rôle primordial, établissons un moratoire sur la méthanisation. Petite note quand même. Je me sens le droit de le faire puisque André l'a fait avant moi. Et j'ai, je le dis, une fierté particulière à le compter dans notre liste, car lui fait partie de ceux qui très tôt se sont engagés fermement pour un modèle dont on voit aujourd'hui qu'il est le seul avenir possible pour notre agriculture. Merci à lui d'avoir accepté d'être partie de ce combat collectif que nous menons et avec nous de changer la région. « 15 jours que nous sommes partis de Caudan, je l'ai dit. Et je ne suis déjà plus le même. Car sachez que toutes les rencontres avec les ouvriers de l'agroalimentaire, avec les collectifs citoyens qui se battent si fermement, avec tant de cohérence contre l'artificialisation de terres agricoles, avec les intermittents du spectacle qui luttent contre la réforme honteuse de l'assurance chômage qui va priver tant et tant des moyens de survivre qu'il leur restait, avec les agriculteurs qui, lorsqu'ils ont opéré la conversion, croyez-moi, sont joyeux, heureux, ont le temps de nous accueillir, ont le temps de s'occuper de leurs enfants, ont le temps de prendre des vacances. C'est aussi de cela dont nous parlons quand nous parlons de politique. C'est de comment assurer la condition du bonheur dans notre société. N'oublions jamais la raison de cet engagement qui nous tient tous ensemble. Le bonheur collectif, les bonheurs individuels, les joies dans la vie. C'est cela que cette campagne à la fois met en avant et propose à la région, à la Bretagne, car de cette joie, de ce travail commun, nous pouvons construire et sortir les plus belles des choses. Nous sommes dans cette élection, et dites-le autour de vous, le seul bulletin de vote clair sur l'alternative sociale et écologique. Cette alternative, vous l'aurez compris, ne passe pas et ne peut pas passer par le président de région sortant, Loïc Chenet-Girard, qui a trouvé une idée fantastique, s'adjoindre Loïc Hénaf de Produits en Bretagne, bien connu pour son pâté, mais il reste à apprendre à Loïc Chenet-Girard que Hénaf peut peut-être faire du bon pâté, mais qu'il fait une très mauvaise politique économique pour la région. Mauvaise idée donc de faire venir Loïc Hénaf, mauvaise idée d'annoncer aussi clairement son affiliation au lobby agro-industriel. Aucune alternative ne peut passer par Loïc Chenet-Girard. Dites-le, informez donc autour de vous. La majorité alternative que nous souhaitons construire, elle se fera avec tous les écologistes convaincus, avec ceux qui ont conscience que cette transition
écologique doit se faire avec la majorité sociale du pays, qu'elle ne peut pas oublier les 70 000 ouvriers de l'agroalimentaire qui se cassent aujourd'hui le dos, se cassent les épaules, se font opérer de la hanche, ont des ceintures lombaires à 30 ans. Dites-le aussi à ceux qui font du chantage à l'emploi. Est-ce donc avec ce genre d'emploi qu'on peut faire du chantage? Certainement pas. Nous conditionnerons les aides publiques à l'agroalimentaire, à l'amélioration des conditions de travail, car il faut que les pouvoirs publics viennent en aide aux ouvriers qui aujourd'hui y souffrent bien trop et dont la situation est bien trop ignorée en Bretagne. Cette élection, vous ne l'ignorez pas, se déroule dans un contexte tout à fait particulier. C'est la première depuis l'épidémie, depuis que cette crise nous a frappés. Tous s'interrogent sur le nombre de nos concitoyens qui iront, oseront aller voter, feront ce geste républicain si fondamental dans la vie commune dans la région que nous partageons. Eh bien, nous en avons la conviction à chaque étape où nous passons. Ce sont des moments de remobilisation citoyenne intenses, car lorsque je parle à chacune et chacun d'entre vous, lorsque je rencontre des associations, lorsque nous portons notre programme, eh bien c'est par un écho multiplié qu'il portera dans la population. Nous avons, les amis, pour nous, la force du nombre. Nous sommes le mouvement de la majorité sociale dans ce pays et il faut qu'elle se mobilise au moment des élections de juin. Faites venir, mobilisez autour de vous, car c'est par la force du nombre que nous l'emporterons. Certains passent peut-être leur campagne à lire des fiches. Je ne dis pas que je n'en lis pas. Il y a des chiffres, des argumentaires qui sont importants. Mais les notes argumentaires les plus fondamentales, celles que m'ont apportées ces derniers jours, ce sont les échanges avec celles et ceux que j'ai rencontrés. Ce sont les sourires des agriculteurs qui me disent que précisément c'est le moment d'engager la transition. C'est la passion de ce pêcheur qui me dit que la pêche artisanale est le modèle à défendre, le modèle d'avenir. Ce sont tous ces visages qui sont tournés vers l'avenir, cet avenir que nous défendons et que politiquement, il s'agit désormais de faire exister. Merci à celles et ceux qui me fournissent donc les plus belles de mes notes argumentaires. Mais il n'y a pas que ces rencontres qui sont belles et porteuses de sens. Il y a aussi la poésie. Et je voulais terminer avec un poète venu de loin, qui a souffert la prison, et qui, pour ses idées, ses convictions, auxquelles il n'a jamais renoncé, eh bien, a dû vivre des moments difficiles. Mais c'est un poète de la conviction et de la cohérence, et nous l'aimons donc beaucoup pour cela. Il s'appelle Nazim Hikmet. Et Nazim Hikmet nous dit, devant la baie de Saint-Brieuc, qu'il y a des raisons d'espérer. Il écrit « Le plus beau des océans est celui qu'on n'a pas encore traversé. Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux de nos jours sont ceux que nous n'avons pas encore vécus. Et les plus beaux des poèmes que je veux te dire sont ceux que je ne t'ai pas encore dit. » Avec ces mots d'espoir, les amis, partons à la conviction. Faisons une belle campagne que nous avons déjà entamée avec énergie. Allons convaincre. Je vous fais confiance pleinement pour offrir à la Bretagne en juin prochain l'alternative sociale et écologique qu'elle mérite. Merci.